Le gouvernement malien a annoncé ce week-end l'instauration d'une caution obligatoire pour les citoyens américains sollicitant un visa d'entrée au Mali, une décision prise en réponse à la mesure similaire imposée par les États-Unis. Un sommet pour la paix s'est ouvert ce lundi à Sharm el-Sheikh sous la coprésidence de Donald Trump et Abdel Fattah al-Sisi. Plus d'une vingtaine de dirigeants mondiaux y prennent part avec l'ambition de clore définitivement la guerre à Gaza et de tracer la voie vers une paix durable au Moyen-Orient. Éliminés de la course au mondial 2026, les Aigles ont tout de même clôturé les éliminatoires sur une belle note. Hier dimanche, ils se sont largement imposés face aux Barrières de Madagascar, 4-1. Lundi 13 octobre 2025, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Le gouvernement a annoncé ce week-end la mise en place d'une caution obligatoire pour les ressortissants américains demandant un visa d'entrée au Mali, une riposte à la caution imposée par les États-Unis en mesure de réciprocité tout en dénonçant la décision unilatérale de Washington. Aminata Keïta. À compter du 23 octobre 2025, les citoyens maliens sollicitant certains visas américains de type B1, B2, tourisme ou affaires devront s'acquitter d'une caution de 5 000 à 10 000 $, soit entre 2,8 à 5,6 millions de francs CFA. Une décision perçue pour Bamako comme une violation de l'accord bilatéral du 14 avril 2005 relatif aux visas de longue durée à entrée multiple entre le Mali et les États-Unis. En réaction, Bamako met en œuvre une mesure de réciprocité. Les ressortissants américains devront également payer une caution équivalente pour obtenir un visa. Hier, dimanche 12 octobre, le ministre des Affaires étrangères présent à Lomé dans le cadre de la deuxième édition de Peace and Security Forum n'a pas manqué de revenir sur la question. Moi-même, je suis né de la migration. Je vois plus de bénéfices que de peur. Je comprends des dirigeants européens ou autres qui voient ça comme une menace, mais c'est leur problème. Je ne veux pas aller sur leurs éléments de langage. Je sais que les mouvements africains, 80% de la migration africaine, c'est en Afrique ici. Et ça a apporté du bonheur à beaucoup de pays. Il y a une partie de la migration irrégulière qui est un problème, mais nous n'allons pas définir les 80% avec les 10% ou 20% de problème. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne, les Américains ils défendent leurs intérêts, mais à nous de défendre nos intérêts également. L'objectif déclaré du programme américain de caution de visa est de protéger les frontières américaines et de préserver la sécurité nationale des États-Unis. Les cautions imposées aux demandeurs de visa des 7 pays africains concernés à ce stade sont remboursables à certaines conditions. Car oui, en plus du Mali, la Mauritanie, la Tanzanie, la Gambie, la Zambie, le Malawi et Sao Tomé et Principe sont également concernés par la décision. Malgré la riposte à mesure de réciprocité, Bamako affirme souhaiter maintenir un dialogue constructif. Les forces armées maliennes et leurs partenaires de l'Alliance des États du Sahel ont frappé un grand coup contre le terrorisme. Plusieurs hauts responsables de l'État islamique dans le Grand Sahara ont été neutralisés lors d'une opération aérienne de grande précision dans la région de Ménaka. Le récit avec Moussa Traoré. Les forces armées maliennes annoncent avoir neutralisé plusieurs responsables du groupe terroriste de l'État islamique dans le Grand Sahara. Selon un communiqué de l'État-major général des armées, les frappes aériennes menées le 8 octobre 2025 dans le secteur d'Inaraban, région de Ménaka, ont permis d'éliminer des cibles de haut rang, parmi lesquels Boubacar Demougui, Ismaël Ould Habib Ould Choguib et Ahmed Ould Alwan Ould Choguib. L'opération conduite par la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, AES, résulte d'une planification minutieuse et de renseignements précis selon le communiqué. Boubacar Demougui, alias Boubacar Alliance, était un cadre opérationnel major de l'EIGS et adjoint direct de l'émir Issa Baré, responsable de la zone nord de Ménaka. Il supervisait plusieurs cellules actives impliquées dans des attaques, des exactions contre des civils et des enlèvements d'otages étrangers, notamment une ressortissante suisse et une autrichienne. Selon Moussa Ag Asharatouman, secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawad, cette opération menée à l'aide de drones marque une étape décisive dans la lutte contre le terrorisme dans la région des 3 frontières. Boubacar Demougui serait notamment impliqué dans l'attaque du poste de l'Abezanga en 2023, le massacre d'Indeliman en 2019 et l'embuscade de Tongo Tongo au Niger en 2017 qui avait coûté la vie à plusieurs soldats américains et nigériens. Une frappe saluée comme un succès stratégique majeur pour les forces de l'AES dans un contexte de coopération renforcée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à la menace djihadiste. Cependant, la crise d'essence qui frappe le pays pousse de nombreux citoyens à braver l'interdit pour s'assurer une réserve de carburant.
Une réponse de survie qui pourtant fait courir un risque mortel à des quartiers entiers accumulés dans des bidons non homologués à l'abri des regards. L'essence se transforme en bombe à retardement, j'y arrive. Notre équipe a tenté d'explorer les dangers réels du stockage domestique et les conséquences des explosions. Djeneba Samaki. Cela fait des semaines que le pays vit au rythme de la crise d'essence. Les pénuries s'enchaînent et face à la rareté, un réflexe dangereux se généralise, le stockage de carburant à domicile. Une pratique illégale qui transforme insidieusement les quartiers en véritables poudrières. Bon, les gens n'ont pas de choix. Franchement, tous les moyens sont bons pour avoir du carburant chez soi. Donc, n'importe comment, Ces gestes, dictés par la nécessité, est pourtant une bombe à retardement. L'essence est volatile, ses vapeurs, invisibles et plus lourdes que l'air, peuvent se propager sur plusieurs mètres, ce qui peut engendrer des conséquences néfastes comme des cas de brûlures graves avec perte en vie humaine. Récemment, j'ai reçu aussi un cas ici dans mon service. Ça, c'était un monsieur qui a voulu en faire un business. Malheureusement, le client qui était venu s'approvisionner a laissé tomber les bidons. Donc, à côté, son épouse faisait de la cuisine. Du coup, tout a pris feu, les dépôts. Le client était blessé. L'enfant de la dame aussi a succombé, ainsi que la dame, parce qu'elle a voulu secourir son enfant. Quand il y a explosion, la personne peut être projetée à des mètres. Et du coup, vous voyez déjà, elle peut soit décéder sur place, ou bien être polytraumatisée, c'est-à-dire avoir plusieurs fractures. Il y a le risque d'inhalation qui est là et qui est cause de détresse respiratoire, d'infection respiratoire chronique chez le malade. Si le degré de brûlure est très élevé, les médecins se retrouvent impuissants. Ainsi, la responsable de l'unité de chirurgie du CCRF de Kati dissuade de stocker du carburant pour éviter d'éventuels drames. Donc vraiment, j'invite la population, ceux qui sont dans les zones reculées, ceux qui sont aussi en ville, vraiment ne stockez pas, faites très attention. Vous avez de la bombe dans les mains, prenez juste ce qu'il vous faut. Et si vous êtes en manque, cherchez un autre moyen. La vigilance reste donc de mise et la sécurité de tous dépend du respect des règles les plus élémentaires. Ce lundi 13 octobre, l'Égypte accueille à Sharm el-Sheikh un sommet pour la paix co-présidé par Donald Trump et Abdel Fattah el-Sisi. Plus d'une vingtaine de dirigeants du monde entier y prennent part avec pour objectif de mettre définitivement fin à la guerre à Gaza et de jeter les fondations d'une paix durable au Moyen-Orient. Un récit signé Ibrahim Babi. Le président américain Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi co-président ce lundi 13 octobre l'aboutissement d'une très longue médiation, un sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'événement qualifié d'historique réunit plus d'une vingtaine de dirigeants internationaux autour d'un objectif commun, sceller la fin de la guerre dans la bande de Gaza et ouvrir la voie à une paix durable au Moyen-Orient. Après une visite éclair en Israël pour saluer la libération des derniers otages du Hamas, Donald Trump a rejoint l'Égypte où il doit signer aux côtés d'Al-Sisi un document officialisant la cessation des hostilités. For so many families across this land, it has been years since you've known a single day of true peace. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, initialement attendu, a finalement décliné l'invitation en raison de la fête juive de Simchat Torah. Pour plusieurs dirigeants, dont la France et l'Arabie saoudite, ce sommet est aussi l'occasion de proposer une feuille de route pour l'après-conflit, notamment la mise en place d'une force internationale de stabilisation. Et puis sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après. Et à cet égard, le plan de paix que nous avons mis en place, les échanges qu'on a eus avec le président Abbas, à la fois le prince héritier, Premier ministre, Ben Salman et moi-même, sont des éléments importants que nous allons suivre. Malgré son aspect très politique, cette rencontre reste avant tout un moment de diplomatie symbolique,
destiné à relancer l'espoir d'une paix durable dans la région. À Madagascar, l'incertitude plane encore ce lundi 13 octobre, alors que nul ne sait où se trouve le président de la République. Le week-end a marqué un tournant. Les manifestations contre le pouvoir ont pris de l'ampleur, soutenues par une partie de l'armée qui a refusé d'obéir aux ordres de répression. Assetou Boari. Depuis quelques heures, il règne une situation pour le moins confuse à Madagascar, à tel point que beaucoup s'interrogent sur le lieu exact où se trouve le président, Andry Rajoelina. Depuis le 25 septembre, ce pays est secoué par des manifestations portées notamment par le collectif Gen Z. La colère contre les coupures d'eau et d'électricité s'est mise en froide plus large contre le pouvoir. Le président de la République, Andry Rajoelina, 51 ans, est très contesté par les manifestants. Ces consultations menées ces dernières semaines en marge des manifestations n'ont pas calmé la colère. La Gen Z, hostile au président Rajoelina, attend sa démission ainsi que celle du président du Sénat. Les manifestations du samedi 11 octobre à Antananarivo sont les plus importantes depuis le début du mouvement. Des militaires ont décidé de se joindre aux manifestants et une unité de l'armée appelle à la désobéissance pour protéger les civils. Depuis ce ralliement, des militaires d'une importante base située à la périphérie de la capitale à la rue. L'on ne sait plus où se terre le président. En tout cas, il ne s'est pas exprimé publiquement depuis la mutinerie du samedi selon plusieurs sources. Seul son premier ministre a pris la parole pour appeler au dialogue. La communication de la présidence a quant à elle publié un communiqué dimanche pour dénoncer une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force. Et pendant qu'à Madagascar, la rue gronde et que l'incertitude persiste, l'actualité sportive retient tout de même l'attention des supporters maliens. Écartés de la course au mondial 2026, les Aigles du Mali ont terminé les éliminatoires sur une note positive en s'imposant hier dimanche face au Baria sur le score sans appel de 4-1. Smaïla Fani. Le rêve de qualification des Aigles du Mali pour la Coupe du Monde 2026 s'est brisé à Accra depuis la 8e journée des éliminatoires. Opposés le 8 septembre au Black Star du Ghana avec une obligation de gagner, les Aigles n'ont pu que subir une défaite, signifiant ainsi leur élimination pour le Mondial 2026. Bien qu'éliminés de cette course, ils ont tout de même réussi à clôturer la phase de qualification par une victoire éclatante. Hier dimanche 12 octobre à Bamako, lors de la 10e et dernière journée des éliminatoires, les Aigles sont venus à bout des barrières de Madagascar au terme d'un match maîtrisé du début à la fin. Seulement 10 minutes après le coup d'envoi, Lassine Sinayoko ouvre le score sur un service de Lassana Koulibaly. Avant la mi-temps, les Aigles ont même alourdi le score grâce à un but de Néné Dorgeles. À la reprise, même après une réduction de score par les Malgaches, ils inscrivent 2 autres buts, score final 4-1. Avec cette victoire nette et sans bavure, le Mali termine ses éliminatoires avec 18 points, juste derrière Madagascar, deuxième du groupe avec 19 points. Sous la houlette du technicien belge Tom Setfield, les Aigles ont retrouvé leur cohésion, leur engagement et leur efficacité offensive à 2 mois de la CAN 2025 au Maroc. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume.